obscur épisode technique. Je sais combien de Frédéric. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien aussi. On a la chance de se voir au FIC en France. Tout à fait comique on n'a jamais enregistré en vrai de faire. Exactement, c'est la première fois qu'on a l'occasion de se voir pour un enregistrement. Hein. Oui. D'habitude, on faisait ça en visioconférence. Oui. Donc toi au Québec, moi en Ontario, oui. Généralement. Et là, on fait ça en France. Et là, on fait ça en France. Voilà, occasion assez inédite. Hein. On est tous les deux venus. Exprès, hein, on peut le dire, hein, pour le FIC, le Forum international de la cybersécurité qui a lieu à Lille. Oui. Tous les ans en France, et donc c'est l'occasion de se retrouver. On est là sur le stand de Glimpse justement, tout à fait. Pour ce nouvel enregistrement. Oui, et là on continue notre série sur l'intelligence artificielle. On a fait l'offensif, on a fait le défensif. Maintenant on fait la sécurité du AI lui-même. Donc je vais te laisser commencer avec ça. Très intéressant, on a parlé en pré-show. J'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Voilà, donc clairement hein, sur ce salon aujourd'hui, on le voit cette année 2024. Alors, comme toutes les années précédentes, mais c'est vrai qu'on voit que c'est encore plus un des sujets, hein, l'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est vrai que ça s'inscrit très bien dans cette série-là, comme tu le disais, le défensif, l'offensif. Et aujourd'hui, une nouvelle thématique, c'est la sécurité de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Il va y avoir plein de choses, hein, on va aborder pas mal de choses. Les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, évidemment. La sécurité des modèles en eux-mêmes, hein, comment est-ce qu'on prend en compte ces choses-là. On aura peut-être même l'occasion de parler, parce que moi, c'est vrai que sur le salon, on a aussi l'occasion de découvrir des choses, donc rencontrer des startups, rencontrer des entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir en parler. Et donc, ça va être vraiment notre thématique aujourd'hui, la sécurité de l'IA. Oui, tout à fait. Tu fais mentionner sur le salon, c'est ça qui est très plaisant d'être au FIC notamment, parce qu'il y a plein de startups avec plein de belles idées justement, puis il y en avait plein sur l'intelligence artificielle. Tu vas en faire référence. J'ai très hâte de voir ton point de vue là-dessus, comment tu abordes ça. Puis je vais te laisser commencer avec la sécurité du AI. Tout à fait. On va commencer vraiment par une thématique assez spécifique qui est liée au risque qu'on peut prendre d'un point de vue données qu'on va mettre dans les modèles notamment. Quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle. Ça, il y en a pas mal. Notamment, une des premières choses, quelque chose dont je pense qu'on en entend suffisamment parler pour que les gens commencent à en être conscients. Quand on prend un modèle, on va l'entraîner sur des données. C'est-à-dire qu'on va prendre un ensemble d'informations qui sont nos données d'entrée, par exemple. Donc, ça va être du texte, ça va être des données de traitement du signal. On va donner des exemples là-dessus aussi. On va donner des signaux, justement. Et en phase d'entraînement, on connaît les résultats. On va entraîner notre modèle et notre modèle, du coup, il va être capable de reconnaître, par exemple, si c'est un modèle de détection, il va être capable de généraliser. C'est ça qui va nous intéresser. Hein. Par exemple, on va lui donner des malwares, des virus informatiques et des logiciels légitimes. Et à la fin, il va être capable de dire, quand on a un fichier, est-ce que c'est un virus informatique ou un logiciel légitime? Soit. Ça, à la limite, c'est l'usage premier. Mais en fait, ce qu'il faut garder en tête quand on fait ça, c'est que les fichiers qu'on va utiliser en entrée, les données qu'on va utiliser en entrée, le modèle va les apprendre d'une certaine manière. Il va apprendre à généraliser, heureusement, parce que ce qu'on veut qu'il soit capable de faire, c'est aussi lorsqu'il a des nouvelles entrées qu'il n'a jamais vues, il va être capable de les reconnaître. Mais néanmoins, il va quand même apprendre ces données et pour certaines, il va les apprendre par cœur. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Et après, c'est là on commence à attaquer le côté risque de l'intelligence artificielle parce que si on commence à avoir ça en tête, de se dire voilà, le modèle contient des données. Alors, c'est pas évident hein, parce qu'un modèle, c'est plein de nombres flottants dans des matrices, etc. Donc, mais comment est-ce que c'est possible qu'il ait appris par cœur des données? Je vous avoue que même pour moi, c'est un peu flou encore. Enfin, je veux dire, comment les 175 milliards de paramètres de GPT-3 contiennent de l'information textuelle sur, je sais pas, sur les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, il la connaît par cœur, alors que c'est jamais que 175 millions de paramètres nombres flottants. C'est quand même assez étrange quand on se dit ça. Mais si, il contient la charte des droits de l'homme. Et finalement, on peut lui demander de la recracher. Oui, c'est ça comme tu me mentionnais, je pense, dans un épisode précédent. C'est comme un algorithme de compression. D'une certaine façon, il compresse l'information dans un format qu'on ne comprend pas parce que effectivement, c'est un peu obscur que des matrices de nombres arrivent avec la charte ou arrivent à n'importe quel autre texte. Il va citer la Constitution américaine, il va être capable de citer des choses qui sont complètement folles. Donc, il les a dans un contexte où cette mémoire, elle est, en tout cas, vous aussi, c'est intangible. C'est comme de la compression, mais dans un format où je suis juste pas. Il n'y a rien là, de. Il n'y a rien, là, c'est farfelu. Puis en termes, c'est de la compression parce que la taille du modèle est très inférieure au contenu du modèle. Exactement. Alors, ça, c'est en théorie. Hein. C'est vrai que les premiers modèles GPT-3, notamment, 175 milliards de paramètres. La taille était relativement comparable hein, quand on réfléchit en termes de quantité d'informations, hein, notamment,
et il était plutôt surdimensionné même par rapport à ces données d'entrée. Mais c'est vrai que ça, c'était les premiers grands modèles de langage qui ont eu du succès, on va dire, de manière publique aussi. C'était pas non plus, voilà, il y avait un côté évolution, on en a déjà pas mal parlé, mais ils étaient pas complètement optimum, ces modèles-là. Mais c'est vrai que les modèles suivants qui sont arrivés, aujourd'hui, on a des modèles qui font 7 milliards de paramètres. Ça, c'est une barrière généralement qu'on voit assez souvent. On a Llama notamment, Mistral, le Mixtral qui est 8 modèles de 7 milliards de paramètres, ce qui est quand même beaucoup plus petit. Là, on est plus efficace en termes de compression, mais effectivement, ça reste une forme de compression. Et ce qui est intéressant, c'est que en théorie, les données ne sont pas exactement inscrites. Elles sont enregistrées en partie et il est capable de les ressortir, ou en tout cas d'en sortir le concept. C'est un petit peu ça. Mais en fait, dans la pratique, pour des données qui ont été vues de manière un peu répétée, en fait, le modèle va finir par les apprendre par cœur. Alors après, on peut se dire, oui, mais à la limite, moi, mon modèle, si c'est un modèle de détection, par exemple, de virus, en entrée, j'ai mis des virus, j'ai mis des fichiers, des virus et non-virus, et la sortie, c'est juste 1 ou 0. Comment est-ce que de ça, je peux sortir mes données, Normalement, on se dit, j'ai quand même une forme de protection. Il ne faut pas oublier quand même que ces modèles-là, parfois, on va les mettre dans les mains d'autres personnes. Et alors, c'est pas effectivement en exploitant la sortie du modèle qu'on va pouvoir la sortir, c'est en analysant le modèle lui-même, parfois. L'exemple que je prends souvent pour parler des choses vraiment très sensibles, pour le coup, c'est imaginez, voilà, vous êtes un État, vous travaillez sur, par exemple, des signaux radars, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que tout ce qui est... Alors, moi, j'étais fan des livres de Tom Clancy à une époque, donc voilà, il y a beaucoup d'informations dans ces livres qui sont, je trouve, très intéressantes. Et en fait, on comprend très vite que tout ce qui est signature radar des aéronefs, des bateaux, etc., des ennemis et même d'ailleurs de soi-même, sont des données extrêmement sensibles. Parce que sur un champ de bataille, on ne veut pas que les autres connaissent nos signatures radar et on ne veut pas non plus que les autres sachent de quelle signature radar est-ce que l'on dispose. Imaginez, vous construisez par exemple un missile et vous mettez justement des techniques de détection dedans, type radar, etc. Et le jour où vous décidez de mettre un modèle d'intelligence artificielle là-dedans, s'il a été entraîné, vous dites oui, mais bon, je l'ai juste entraîné à faire du suivi de cible, etc. Bah oui, mais il a été forcément entraîné à un moment avec des signaux. Et alors, si vous prenez des signaux réels, donc après, voilà, il y a plein de choses de questions à se poser. Est-ce qu'on va prendre des signaux réels, des signaux synthétisés, etc. Mais si vous prenez des signaux réels, potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein de votre modèle, vous aurez une partie des signaux qui auront été enregistrés. Et le missile, mine de rien, c'est quelque chose qu'on envoie. C'est quelque chose qui est pas fait pour rester chez soi. Là. Généralement, il y a une mission externe. On est typiquement dans le cadre hostile, je pense qu'on peut le dire, où on va plutôt l'envoyer à la personne à qui on ne veut pas l'envoyer finalement, à qui on ne veut pas envoyer les données. Et en théorie, il est censé être plutôt détruit à la fin, mais voilà, il y a des choses qui peuvent arriver sur le parcours. Et donc, c'est quelque chose, voilà, lorsque vous êtes dans des domaines sensibles comme ça, alors je prends l'exemple des missiles parce que ça se comprend bien, mais finalement, tous les équipements qu'on va vouloir mettre aujourd'hui sur un champ de bataille, etc., peuvent se retrouver dans les mains d'un ennemi, et toutes les informations qu'on met dedans, c'est la même chose. Enfin, c'est pas nouveau quelque part. Si vous avez une documentation, des choses comme ça, d'un véhicule que vous laissez dans le véhicule lorsqu'il va sur le terrain, forcément, les informations qui sont dedans, etc. Mais c'est vrai que les modèles d'intelligence artificielle, on peut avoir tendance à oublier un peu cette problématique-là. Et donc, ça va être quelque chose qu'il faut... un risque qu'il faut prendre en compte. Donc, savoir est-ce que... Je parlais de données synthétisées, par exemple, ça peut être une manière, effectivement, d'éviter ce risque. Ça, c'est pour les mondes très sensibles. Donc voilà, il y a plein de gens qui peuvent se dire, bon, à la limite, je ne suis pas très concerné par ces sujets-là. J'envoie pas de missiles, moi. Voilà, il y a quand même... Heureusement, il n'y a pas tant de gens qui envoient des missiles. Ça, au moins, exactement, moi, c'est pas mon métier. Mais finalement, nous, on fait de la détection. On fait de la détection sur des virus. C'est un petit peu la même chose. Si on se dit qu'il y a un modèle qu'on va embarquer quelque part pour mettre sur un poste ou quoi, ça veut dire qu'on fournit ce modèle-là à un attaquant potentiel. Donc, il y a évidemment des questions à se poser. Et puis après, dans le monde, à la limite un peu plus... de tout le monde, le monde civil, finalement, il y a quand même aussi énormément de sujets sur ces fuites de données via les modèles. Alors, il y a des sujets légaux, par exemple, légaux, pas les briques de construction, les légaux au sens de légalité. Comme, les gens qui me connaissent savent un peu que je penche plutôt pour une des deux passions que l'autre, clairement. Mais voilà, donc il y a des sujets au niveau de la légalité de ces choses-là, et notamment, par exemple, sur tout ce qui est modèle d'image. Les modèles DALL-E, Midjourney, etc. En fait, à qui on peut donner une indication pour générer des images. En fait, il y a eu des personnes qui ont prouvé, en fait, qui ont réussi à faire générer des images qui existaient. Et donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, j'ai cette image-là, je soupçonne qu'elle ait été utilisée en entraînement.
Donc, je vais faire un prompt, hein, c'est-à-dire que je vais faire une description d'image qui corresponde à cette image-là pour essayer de faire en sorte que le modèle la génère. Et puisqu'il a été entraîné, notamment sur une description de cette image-là qui était le prompt et qu'il a réussi à la générer, potentiellement, ça peut arriver. Et en fait, il y a des gens qui ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi avec ça sur plusieurs types d'images. Il y a eu des images qui étaient dans le domaine public. Bon, soit, elles sont dans le domaine public. On parlera un petit peu de l'éthique aussi liée à l'entraînement, etc. Donc, le domaine public, oui, il peut y avoir des licences d'exploitation qui sont autorisées, qui font que ça peut être utilisé. Bon, très bien. Ça prouve quand même la chose. Ça prouve qu'on sait les sortir. Il y a eu des images qui étaient dans des banques de données, à l'inverse, qui n'étaient pas publiques. Donc là, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que là, il y en a qui ont pu prouver. Donc, il y a eu des procès qui sont lancés, que je ne vais pas commenter. Mais aujourd'hui, il y a des actions en justice. Et d'ailleurs, je ne sais même plus où est-ce qu'elles en sont, ces actions en justice. Si elles ont été lancées ou pas, ou si elles sont terminées ou pas. Justement, de banques d'images, en fait, qui fournissent des images et qui disent, on a réussi à faire générer une image qui est exactement une image qu'on a chez nous, dans la banque. Et personne n'avait le droit de l'utiliser. Donc là, la question que ça pose, c'est est-ce que c'est volontaire ou pas de la part des personnes qui ont développé le modèle en question d'avoir inclus ces données dedans. Et puis le troisième sujet, qui est un petit peu différent, il y a des banques d'images qui mettent des tatouages. Les tatouages qui vont être écrits. Alors j'y arrivais à celle-là parce que j'en ai eu un modèle où j'ai tombé avec des images tatouées, puis là je faisais là j'ai un problème. Là il y a clairement soit l'image d'origine est trop proche de l'origine, donc ils ont gardé le tatouage, ou il a vomi le tatouage sur une image qui s'était pas supposé. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, vous avez une banque d'images, par exemple, je ne sais pas, de football, voilà, spécialisée dans des photos de foot, etc. Donc, c'est des images qui sont mises à disposition, qui sont vendues, tout ça. Mais ils mettent un tatouage. Alors, ce qu'on entend par tatouage, c'est qu'il va y avoir écrit dessus, par exemple, Getty Images, ça, c'est un des fournisseurs. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais là, c'est celui que j'ai en tête. Il va y avoir écrit en gris, en oblique, le nom de la banque d'images, typiquement. Et quand on fait de la génération d'images, effectivement, on peut se retrouver soit à générer une image sur laquelle il y a le tatouage. Et donc là, exactement comme tu dis, il y a deux possibilités. Soit c'est qu'on a fait générer une image du dataset d'entraînement, du jeu de données d'entraînement. Et en fait, l'image qu'on a sous les yeux, c'est une vraie photo qui était enregistrée par le modèle. Donc, il a apprise par cœur, exactement comme on disait tout à l'heure. Et comme la demande qu'on a faite en termes de prompt était similaire à cette photo-là, il était capable de régénérer la photo. L'autre option, qui est effectivement tordu. Enfin, quand on y réfléchit, on se dit waouh, le truc, quand même. En fait, il a peut-être appris parce qu'il a vu plein d'images de joueurs de foot sur une pelouse avec ces fameux tatouages, que quand on lui demande de générer une image d'un joueur de foot, en fait, il y a un tatouage. Et donc, il génère une image qui n'existe effectivement pas. Donc, d'un point de vue droit d'utilisation, etc., à la limite, c'est pas une vraie image qui a été exploitée, mais il met le tatouage dessus. Mais ça veut également dire que les données d'entraînement contenaient ça. Donc, le problème éthique demeure à la même place que ce soit. Parce que les exemples que j'ai avec des tatouages, le tatouage est imparfait. Donc, clairement, c'est pas l'image d'origine qui est revenue, c'est une image autre. Mais il demeure que le tatouage était suffisamment important dans l'image pour présumer que dans les données d'entraînement, il avait utilisé ce genre de choses-là. Modèle que j'ai arrêté d'utiliser parce que clairement, l'éthique était clairement pas à la bonne place parce que là, il est vraiment les pigé dans des banques où c'était clair. Il n'y a même pas au flux de juridique, rien. Là. Le tatouage rend ça très, très clair comme exactement. Comme chose. Et ça veut dire qu'on ne génère pas une image, on ne sort pas une image effectivement d'un dataset, mais en fait, ça veut dire que le dataset a été utilisé pour l'entraînement. Et là, il y a un vrai sujet juridique derrière quand même, hein, parce que dans quelle mesure est-ce qu'une nouvelle image générée est liée en termes de droit d'utilisation aux données précédentes. Et alors, j'ai pas en tête effectivement où est-ce qu'on en est sur le sujet juridique. Ce qui paraît assez logique, hein, c'est de se dire que c'est un produit dérivé, etc. Ou en tout cas que le modèle en lui-même. Alors ça, c'est un autre problème. Si on arrive à la conclusion que le modèle en lui-même est un produit dérivé de ces images-là, ça peut être un réel problème aussi. Il y a eu un sujet sur OpenAI et ChatGPT où les éditeurs je crois que c'était d'Harry Potter, ont réussi à prouver, je ne sais plus si c'était Harry Potter ou Game of Thrones, ont réussi à prouver, à faire recracher un paragraphe entier. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il contient les données en question. Et ça, ça veut dire qu'il faut potentiellement invalider l'intégralité du modèle. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, là, on va pouvoir aborder un autre sujet derrière par transitivité, finalement. On se retrouve avec des entreprises qui entraînent des modèles sur des données, sur des corpus énormes de données.
Et comme on le sait, ces entraînements vont coûter des millions, voire dizaines ou centaines de millions de dollars pour entraîner ces modèles, parce que c'est des très très gros modèles, etc. On ne va pas revenir dessus. Donc on fait une campagne d'entraînement qui dure 1 mois, 2 mois, avec des milliers de GPU. On a payé tout ça, on a un modèle. Et là, il y a quelqu'un qui arrive à prouver que ce modèle s'est crashé tel ou tel texte qui a des droits associés. Le modèle est à mettre à la poubelle. Au complet, et puis là, c'est là où ça devient un peu plus philosophique. À quel point, parce que dans le fond, l'intelligence artificielle, dans une certaine mesure, essaie de stimuler le cerveau humain, donc la mémoire. Donc essentiellement, c'est que de sa mémoire, il est capable de sortir des choses d'originales. Donc, il apprend de façon grossière comme l'humain, en quelque sorte. Ouais. Et comme l'humain, dans lequel on devrait l'évaluer au sens où l'humain, on n'a pas le droit de recopier textuel, mais on a le droit de s'inspirer d'eux et où on trace la ligne et comment on aborde cette. Est-ce que les données d'entraînement est grave au sens où est-ce qu'il faudrait payer? Parce que comme humain, on s'assoit sur les bancs de l'école, on paye des cours, on paye un marché de tout ça. Donc, il y a un écosystème qui fait de cet entraînement-là. Donc, est-ce qu'on devrait obliger le passage à travers des codes formels? J'ai vu, il y avait un cas, je ne me rappelle plus à quel endroit, mais il y a un AI assis sur les bancs d'école pour de vrai. Donc, vu comme ça, éthiquement parlant, j'ai moins de difficulté à le voir qu'ici apprend à la même vitesse que l'humain et de la même façon que l'humain. Donc, on le baliserait comme ça. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas là. Là, il fait juste comme, à mon sens, vomir quelque chose qui est compressé dans sa mémoire puis qui sort de façon aléatoire, qui le met dans le sens où c'est de la copie et non plus du travail dérivé légitime et autorisé dans les droits d'auteur dans lesquels on vit, là. C'est ça, et c'est une des vraies difficultés parce que même si on ne parle pas d'intelligence artificielle, un auteur de livre qui écrirait un livre qui raconte la même histoire, mais avec des personnages différents, des termes différents, etc., d'une histoire existante, bah clairement, aujourd'hui, il peut se prendre un procès et il peut le perdre. L'intelligence, c'est un petit peu pareil. L'intelligence artificielle, c'est un petit peu pareil, sauf qu'elle a en plus la capacité beaucoup plus facilement d'apprendre les textes par cœur. Et donc, c'est un vrai sujet. Alors, j'ai quand même un truc là-dessus, moi, que j'ai beaucoup aimé. C'était une publication je crois que c'était Microsoft, l'année dernière, qui a réussi à faire désapprendre un modèle. Et là, je trouve ça assez génial parce que moi, comment est-ce que j'imagine ça? Je sais pas. Par exemple, on joue aux cartes ensemble tous les deux. Et puis, sans faire exprès, tu fais tomber une carte par terre. Je la vois. Je peux pas l'oublier. Voilà, je peux pas désapprendre ce que je viens de voir. Et c'est pas de ta faute et c'est pas de la mienne. Et là, quelque part, parfois, sur tous ces corpus-là et tout ça, il peut y avoir ce sujet-là où oui, ok, il y a eu un truc qui a été copié par quelqu'un, qui se retrouve dans un truc qui était open source alors qu'en fait, ça ne l'était pas, etc. Ça peut, parfois, on peut jouer la naïveté, on va dire, et se dire non, c'est pas de leur faute s'ils ont entraîné sur ces données-là. Le problème, c'est que l'humain, on n'est pas capable de désapprendre. Et il y a des chercheurs, quand même, qui ont réussi, ce que je trouve une assez forte prouesse, à désapprendre, à désentraîner des modèles. Et donc, ils ont réussi. Alors, l'exemple qu'ils donnaient, justement, c'était sur Harry Potter. Et en fait, ils donnaient l'exemple il posait une question, justement. Il donnait un morceau de phrase. Alors, je sais plus ce que c'était. C'était Harry sort sort de Poudlard, là, et je sais pas quoi. Et en fait, par défaut, le modèle recrachait une phrase et il disait et va jouer au Quidditch avec Ron ou quelque chose comme ça. Prouvant bien qu'il savait ce que c'était que Harry et tout ça, donc qu'il avait bien connaissance de cette histoire, de cette thématique. Ils font ce désentraînement. Alors, en fait, ils utilisent le fait de réentraîner l'intelligence artificielle, mais sur des données qui ne sont pas celles réelles, justement, liées à Harry Potter, avec justement en forçant de l'apprentissage un peu différent, etc. Et ils arrivaient effectivement à faire la même requête où ils posent la question Harry sort et va, et là il y avait jouer au basket avec ses copains. Et il y avait plein d'exemples comme ça qui montrent bien qu'ils ont réussi, et pour le coup c'était vraiment l'exemple de Harry Potter, pour le coup je me souviens, où ils ont réussi à désapprendre le livre Harry Potter d'une intelligence artificielle entraînée. Je trouve ça assez génial quand même dans l'idée. Enfin, je veux dire, on a tellement de personnes qui travaillent à entraîner des intelligences artificielles, se dire qu'on en est à un point où on a besoin d'apprendre à des intelligences artificielles à désapprendre quelque part, ça montre aussi une évolution. Et heureusement, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si quelqu'un découvre qu'il y a un contenu sous licence non permissive qui a été utilisé pour entraîner un modèle, le modèle est à jeter alors qu'il a coûté des dizaines de millions de dollars ou d'euros, et finalement, on commence à avoir des solutions aujourd'hui pour dire ok, on va réussir à supprimer ça et à désapprendre les données qui seraient sous licence non permissive.
Mais c'est d'autant plus intéressant. Là, on parle encore d'un cas LLM avec bon, toutes les notions de droit d'auteur, tout ce que ça comporte. Mais même dans des modèles plus fermés, ça peut devenir important de se débarrasser d'une donnée corrompue ou quelque chose qui aurait corrompu le modèle et de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre au lieu de jeter le modèle au complet. Parce qu'on me comptait normalement dans les données d'entraînement, s'il y a un biais qui s'est installé, par exemple, c'est un des exemples classiques, le biais s'installe et là, on s'en rend compte quand on teste le modèle. Puis là, ben, en général, il faut que tu jettes le modèle, puis tu recommences à zéro parce que tu as inséré un biais qui ne devait pas apparaître, il y a eu une erreur dans l'ordonnancement, peu importe la raison. Et là, il faut jeter. Là, si on est capable de désapprendre l'erreur d'entraînement et juste à moindre coût, de réussir à circonscrire ou à se débarrasser d'éléments, on a quand même quelque chose de très intéressant au-delà du tout le volet droit d'auteur et tout ça, même pour ceux qui utilisent de façon plus restreinte, là. Mais effectivement, c'est exactement ça le sens de la publication. Hein. Ça peut permettre de supprimer des données d'entraînement. Alors, c'est peut-être quelque chose dont on reparlera sur une présentation justement qu'on va faire et qui sera annoncée bientôt, qui sera au STIC 2024, justement, dans une présentation réalisée par Glimpse sur l'utilisation de LLM pour détecter, en l'occurrence, du PowerShell, où en fait, on a utilisé nos modèles pour trouver les données corrompues dans les jeux d'entraînement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On met à jour notre dataset d'entraînement, on relance l'entraînement, mais on le repart de zéro. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé, donc j'aime beaucoup ton idée parce que je vais y réfléchir. Hein. Mais finalement, ce que tu dis là, hein, c'est que plutôt que de se dire on relance l'entraînement de zéro, il y a peut-être juste à se dire ces quelques échantillons-là pour lesquels on a pu identifier a posteriori qu'ils ont été mal labellisés, donc qu'ils ont été mal identifiés. Donc c'était en l'occurrence justement des virus qui étaient identifiés comme non-virus et vice-versa. Et bien finalement, on a peut-être un micro-entraînement à faire qui est très très simple pour inverser la tendance juste sur ces échantillons-là. Oui, ça réduit les coûts de réentraînement. Si on va dans l'écologique, on dépense moins d'énergie. Il y a un bénéfice réel à aller dans cette direction-là. Pour les modèles, pas LLM dans le grand public comme ChatGPT notamment. Là. Mais c'est bon aussi pour les autres en ce sens-là. On voit la recherche avancée aussi. Là, ça, c'est une étape que Microsoft a démontré. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de recherches là, avec tous les joueurs toutes les centaines de milliards de dollars qui sont mis là-dedans. On va bénéficier d'éléments très, très importants et très intéressants qui vont suivre. Et en termes d'accélération de ces processus d'entraînement, effectivement, ça peut être intéressant. Là, on a parlé juste des données sous copyright, des données sous licence non permissive, etc. Il y a quand même aussi un autre sujet sur le fait que les modèles apprennent de la donnée par cœur. Aujourd'hui, par exemple, avec ChatGPT, alors ça a été corrigé en partie, si on regarde bien. Alors déjà, comment est-ce qu'ils se protègent de ça ? Parce que c'est un vrai sujet. Il y a la solution de tout réentraîner. Le problème, c'est que c'est très difficile de réidentifier ces données-là, tout ça. Aujourd'hui, moi je l'ai testé très récemment. Si vous demandez en fait à ChatGPT, mais aussi à d'autres, de générer un passage de texte de tel ou tel livre, en fait, il va y arriver. Et c'est assez surprenant. Vous demandez quel est le premier paragraphe du premier tome d'Harry Potter, et honnêtement, il le recrache. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il soit capable de faire l'association à ce que tu dis, refait ça, et qu'il le retrouve dans sa mémoire en plus. Les deux éléments, là, ça me fait... Et il y arrive très très bien. En revanche, ce qu'on voit très vite, c'est quelle protection a été mise en place. Ça doit être assez coûteux d'ailleurs côté OpenAI là-dessus. C'est qu'en fait, il doit analyser le texte généré, parce qu'au bout d'une ligne et demie, ça bloque. Et en fait, il va dire je n'ai pas le droit de générer ce contenu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire qu'on aurait pu se dire qu'ils ont réentraîné le modèle sans les données, ou qu'ils auraient désappris les données, etc. Pas du tout. En fait, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont dû se dire, à mon avis, on rajoute une surcouche. C'est-à-dire que dans notre applicatif, en fait, on garde le même modèle, il va générer les données. On n'est pas capable. On n'est pas capable de l'empêcher de recracher. En revanche, on va ajouter une surcouche par-dessus qui va avoir, elle, une base de données de plein de textes sous licence et qui va regarder quand on génère du texte. Et là, OK, on a une ligne et demie, enfin plus de X mots qui correspondent à une sous-séquence qu'on a dans du texte qui est sous licence. On bloque. Mais c'est complètement indépendant. Enfin, là, on n'est plus dans l'intelligence artificielle finalement. Et j'ai même un humain, à la limite, si c'était un humain derrière qui discutait et qui se mettait à réciter un livre, ce serait exactement pareil. On pourrait mettre exactement le même type de protection. Donc ça, c'est la partie protection, notamment pour tout ce qui est contenu sous licence. Une autre problématique, ça va être pour tout ce qui est données personnelles. Sur ChatGPT notamment, il y a une publication il y a quelques mois, là, c'est assez récent, où en fait, il y a des gens qui ont réussi à faire crasher des données directement du jeu d'entraînement, de manière un peu aléatoire. C'est un peu comme, alors
Ça arrive régulièrement d'avoir des bugs sur des services, hein, où en fait, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Là, il y a eu un opérateur téléphonique, par exemple. Du jour au lendemain, quand on faisait extraire une facture, on avait la facture d'une autre personne. Hein. C'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une attaque ciblée avec ça. Hein. On a juste la facture d'un autre client qui arrive à la place de la nôtre, fuite de données personnelles, etc. Là, c'est un peu la même chose qui a été faite. C'est-à-dire que ça a été une méthode où en fait, on fait partir le modèle on le fait dériver de son fonctionnement normal. Schématiquement, comment est-ce que moi je l'imagine? Je le vois un peu comme une crise d'épilepsie. Le principe de la crise d'épilepsie, je ne suis pas biologiste. Comment est-ce que j'imagine la crise d'épilepsie? C'est une forme de saturation des activations neuronales. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un coup notre système qui va s'emballer et en fait les neurones vont réagir plus correctement et surtout ils vont saturer, c'est-à-dire que on arrive à des régimes de saturation. Effectivement. Et du coup, il se passe à peu près n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, la crise d'épilepsie, c'est quand même plus documenté que ça. Hein. C'est pas n'importe quoi. Mais du coup, il y a des moyens pour arrêter les crises, etc. Et ben pour moi, c'est un peu ça en fait qui s'est passé. C'est un peu la crise d'épilepsie du modèle. C'est-à-dire que, alors comment est-ce qu'ils ont fait ça? Aujourd'hui, il y a des protections évidemment hein, qui évitent que ce soit encore possible. Ils ont dit récite-moi le mot pizza à l'infini. Et donc le modèle dit pizza, 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 et puis il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Il continue, il récite pizza, 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 pizza. Et ça, il est évident que ce texte-là, pizza, 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 récité à l'infini, il ne l'a jamais vu dans son modèle d'entraînement, enfin dans son jeu d'entraînement. C'est pas un texte qui existe. Alors c'était pas pizza, mais c'était peut-être piano d'ailleurs. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sort du domaine d'entraînement. Normalement, un modèle d'intelligence artificielle, quand on sort du domaine d'entraînement, il est censé rester pas loin. Il est censé quand même continuer à fonctionner. C'est le principe même de la généralisation. Et en fait, en faisant ça, on sort tellement du modèle d'entraînement qu'on va saturer certaines activations. Et là, le modèle va se mettre à faire complètement n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en fait, d'un coup, au bout d'un moment, alors ils disent, hein, des fois, c'est au bout de milliers de mots piano qui vont être générés, il va se mettre à partir sur un texte. Et là, il récite un texte. On ne sait pas lequel. C'est un texte au hasard. Je veux dire, quand on lance l'attaque, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Mais il se met à réciter un texte, verbatim. Et c'est là où ça a été assez fort, c'est que ils ont fait ça pas mal de fois, et en fait, ils ont réussi à prouver que les textes générés, alors ils les ont pas tous trouvés, mais pour un certain nombre, ils ont réussi à les trouver sur Internet. À trouver des discussions, je sais pas, sur du Stack Overflow, sur des endroits comme ça, où il y avait ces textes-là, pour certains. Donc, ils avaient bien la preuve que le texte généré faisait partie du dataset d'entraînement, du jeu de données. Et du coup, ils ont continué ça, ils ont fait ça pas mal de fois. Et en fait, ce dont ils se sont aperçus, et là, pour moi, ça a mis en évidence une faute côté OpenAI, c'est que dans les textes générés, il y avait de la donnée personnelle. Ils se sont retrouvés avec des noms, des prénoms, des fonctions, des numéros de téléphone qui sont dans les textes qui ont été, enfin, dans les données qui ont été utilisées en entraînement. Donc ça révèle plusieurs choses. Ça montre un risque. C'est-à-dire que ça prouve, encore une fois, après tous les exemples qu'on vient de donner, qu'on peut faire sortir de la donnée sensible d'un modèle. Ça, c'est une première chose. Toujours pareil à garder en tête, etc., lorsqu'on fait les siens. Mais ça prouve aussi que OpenAI, a priori, aurait utilisé ces données-là dans son jeu de données d'entraînement. Donc des données personnelles. Et là, alors je ne sais pas s'il y a une action en justice qui a été lancée ou quelles conclusions ont été ou est-ce qu'ils ont rapidement corrigé, etc. Mais c'est vrai que ça pose des questions et c'est pas du tout moi qui vais trancher et qui vais dire si oui ou non ils ont utilisé des données personnelles en entraînement. Mais ça pose effectivement ces questions-là de se dire à quel point est-ce qu'ils ont été capables de nettoyer ces données-là pour s'assurer qu'ils n'ont pas entraîné leur modèle dessus. Oui, ben on parle encore on a parlé précédemment, si on viciait le modèle par l'introduction de corps étrangers qui n'auraient pas dû être dans le modèle. Ça, clairement, dans ce cas-ci, c'est au-delà de ça. Mais en même temps, là, je vais faire peut-être ma langue sale, mais venant d'OpenAI, ça ne me surprend pas. Ils ont été un peu négligents sur certains protocoles menant à l'entraînement et à l'utilisation de leurs choses. Ils en payent le prix maintenant parce que là, ça les rattrape. Dû à la popularité de leurs produits. Bien sûr. Et c'est probablement pas les premiers à avoir fait ça, mais c'est vrai que quand il y a de la popularité derrière... Ouais, c'est ça. Eux autres ont voulu aller sur la popularité en sortant le modèle, coup d'éclat, bla. Ben là, le problème de ça, ben là, ils sont examinés de façon démesurée par rapport aux autres. Donc, ils s'exposent à ce qu'on démontre, ces petits raccourcis qui auraient été utilisés lors de l'entraînement. Évidemment. Puis après, il faut se poser la question aussi, à quel point ce sont des données personnelles. C'est toujours pareil. Si on parle, je sais pas, de Barack Obama ou enfin, voilà, d'une personne publique, il est évident que le modèle a appris des choses sur ces personnes-là. C'est logique. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que dans le modèle, on peut avoir envie de parler de ces sujets-là, etc. Et du coup, c'est très difficile de se dire,
j'ai un corpus de données d'entraînement, je vais supprimer les données personnelles. À la limite, on pourrait le faire. Il y a des modèles qui existent qui vont identifier dès qu'il y a un nom, un prénom, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on veut effacer tous les noms et prénoms de ces modèles-là? Si on fait ça, le modèle, il va plus avoir beaucoup de sens derrière. Hein. Il va savoir des choses, mais si on a vraiment tout effacé, ça veut dire que tout ce qui est de la vraie donnée publique n'y sera pas non plus. Donc voilà, je me mets aussi à la place de l'éditeur. Je pense que ce qui va être très très important, c'est où est-ce que je source ces données-là, où est-ce que je vais les chercher finalement, parce que c'est ça qui me dit que ce sont des données publiques ou pas. Et si monsieur et madame, machin, ont écrit un jour leur nom, prénom, numéro de téléphone ou je ne sais quoi, dans un échange sur Stack Overflow, c'est certes de la donnée personnelle, mais c'est aussi eux qui l'ont publié. Et c'est peut-être plus eux qui sont en faute à ce moment-là, parce que c'est peut-être plus l'utilisateur de la donnée qui est en faute, mais celui qui l'a mise. Et d'ailleurs, ça peut ne pas être la personne en question, ça peut être quelqu'un d'autre. Et oui, cette personne-là est en faute, clairement. On n'aurait pas dû mettre ce nom et prénom et numéro de téléphone dans une discussion sur Stack Overflow. Donc il y a aussi tout un débat à avoir là-dessus, sur d'où viennent ces fameuses données. Oui, mais c'est compliqué puisque les gens, de façon générale, ne sont pas habilités à comprendre ce qui arrive avec l'information. Il y a des gens qui publient des choses complètement aberrantes sur Facebook notamment. Et j'espère que Facebook ne s'entraîne pas sur ces données-là parce qu'on est dans un autre univers. Mais ça ne serait pas exclu. Twitter, X s'entraîne sur les données qui sont mises sur X. Fait que, dans le fond, ils vont générer un AI qui va faire juste de la haine parce qu'il y a clairement juste ça sur X. Mais de voir que les gens comprennent qu'ils participent à ça, déjà là, ça va probablement leur ralentir. Mais je veux dire, mes parents ne peuvent pas comprendre que qu'est-ce qu'ils écrivent sur Internet a nécessairement une suite qui potentiellement se retrouver dans la donnée d'entraînement, potentiellement les exposer parce qu'on est capable de faire vomir le modèle parce qu'on l'a forcé un peu trop, on l'a brassé un peu trop fort, puis là, il vomit de façon aléatoire quelque chose qu'on n'a aucune idée pourquoi. Puis en même temps, c'est pas une attaque ciblée, mais il demeure que quand on a du côté des informations personnelles, c'est pas le but, c'est pas de cibler, c'est d'endommager la réputation de la compagnie qui possède les dites informations. Là. Oui, complètement. Oui, il faut avoir pour moi la conscience de quelles données aujourd'hui on va exposer qui peuvent être utilisées pour entraîner ces modèles. Donc ça, pour moi, c'est la partie justement fuite de données liée au modèle. Évidemment, dans la partie sécurité liée à l'intelligence artificielle, il y a plein d'autres choses. Et notamment, ce que je voudrais aborder, et là, je vais essayer de ne pas aller trop loin dans le débat parce qu'on rentre pareil dans l'éthique et la philosophie, c'est tout ce qui va être lié au biais algorithmique. Et ça, pour moi, c'est assez critique, c'est assez majeur parce que je pense qu'il y a plusieurs politiques là-dessus. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer ce que c'est qu'un biais. Aujourd'hui, si vous exploitez un modèle, vous lui demandez de générer un modèle qui a été entraîné, on va dire de manière normale. Vous lui demandez, et ça j'ai fait l'exercice, de générer, je ne sais pas, des images, justement un modèle de génération d'images. Vous demandez de générer une image de personnel hospitalier, type infirmier, infirmière. Alors, il faut le formuler correctement pour ne pas mettre de biais de genre dans la question, évidemment, pour laisser le choix. Et évidemment, sur la profession infirmier, infirmière, dans 90% des cas, en théorie, votre modèle va générer le portrait d'une femme. Si vous mettez docteur ou chirurgien, pareil, de manière neutre, donc il y a des techniques pour éviter ça, dans 90% des cas, ça va être un homme. Ça, c'est un biais, voilà, clairement. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est un modèle tel qu'il a été entraîné, c'est ça qui va se passer. Il va avoir ce biais-là. En théorie, s'il a été entraîné correctement, alors j'avais un doute à un moment, donc au bout d'un moment, je me suis mis à faire le calcul pour vérifier ça. Il va effectivement avoir une probabilité qui est correctement associée à la probabilité de son jeu d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai vu parfois certaines publications ou quoi dire c'est scandaleux, c'est systématiquement une infirmière ou c'est systématiquement une femme ou c'est systématiquement un homme, alors que la réalité est plus mesurée, la réalité c'est 70-30% par exemple, etc. En théorie, c'est faux. C'est-à-dire que si le modèle a été entraîné et que dans le jeu d'entraînement, il y avait 70% de femmes, 30% d'hommes, à l'exploitation, il va générer 70% de fois, 70% de portraits de femmes, 30% de portraits d'hommes. Il ne va pas saturer, justement. Il ne va pas aller à 100%, 0%. S'il va à 100% versus 0%, ça veut dire qu'il est soit mal entraîné, soit mal exploité. C'est-à-dire que c'est soit à l'entraînement qu'il y a eu un problème, soit à l'exploitation, qu'on n'utilise pas ses probabilités, justement, de manière correcte. Donc ça, déjà, première mise au point. En théorie, un modèle d'intelligence artificielle ne va pas exagérer les biais de son jeu d'entraînement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent en disant
on a un problème avec les algorithmes, c'est scandaleux ces algorithmes de l'intelligence artificielle, etc., parce qu'ils vont exacerber les biais. C'est pas vrai, ils ne font jamais que les reproduire. Ce qui veut dire que, en fait, ça change la responsabilité. C'est-à-dire que, qui est responsable de ces biais? C'est pas le data scientist. C'est pas l'ingénieur en machine learning. C'est notre société. C'est-à-dire que c'est le jeu de données d'entraînement. Et pour moi, c'est la société qui est responsable de ces biais. Alors après, on a plusieurs solutions. Le parti pris par justement ceux qui publient ces modèles-là, c'est d'essayer de les corriger. Comme Google a essayé de faire. Exactement. Et là, pour moi, il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que je veux pas non plus qu'on aille trop loin, parce que ça va nous emmener effectivement très très loin. Ce que Google a fait, et d'ailleurs, ça transparaît aussi. Alors, il y a des techniques pour faire recracher le prompt, le pré-prompt de ChatGPT. Donc, c'est ce qui est avant la question qu'on pose. En fait, il y a tout un prompt en fait, qui est donné à ChatGPT qui donne un certain nombre d'instructions, de méta-instructions quelque part. Et notamment, il dit, quand tu dois générer des informations, il faut que tu le fasses avec une égalité de genre, de sexe, etc. Par exemple, en prenant des personnes de sexe masculin, féminin, non-binaire, tout ça avec plusieurs exemples, avec des probabilités équivalentes, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on demande à générer, moi j'ai fait par exemple cet exercice-là, je me suis dit, allez, je vais construire un faux exercice, je vais dire, voilà, je crée un jeu de rôle, j'ai besoin de créer des personnages, est-ce que tu peux me créer des personnes qui vont remplir les rôles, et je vais te donner les rôles un par un. Et du coup, j'avais infirmière, j'avais médecin, etc. Et là, c'était même plus crédible, en fait, ce qu'il me disait. Parce qu'il me disait mâle, femelle, non-binaire, transgenre, et il avait une liste de 7-8 comme ça. Et quand il avait fini, il recommençait sa liste. Et après, il recommençait. Si je lui demandais d'en faire 100, c'était une séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a plus aucun indéterminisme. Il n'y a plus aucune équivalence avec la vraie société. La vraie société, elle n'est pas ce reflet-là. Il n'y a pas une égalité de pourcentage entre hommes, femmes, non-binaires, transgenres, etc. Il y a des pourcentages, etc. Enfin, il y a des biais de société, mais je veux dire, même dans les professions, enfin, même si on enlève le paramètre profession qui est médecin, chirurgien, etc., même, il n'y a pas une égalité au sens de ces pourcentages-là. Ce qu'a fait Google avec Gemini, c'est exactement ça aussi. Ils ont entraîné leur modèle à représenter des hommes noirs, enfin des personnes noires, des hommes, des femmes, etc. Et le résultat, quand ils ont sorti leur modèle, c'est que si on demandait au modèle, génère-moi un portrait d'un sénateur américain dans les années 1850, il générait à peu près une fois sur deux un homme, une fois sur deux une femme, et une fois sur deux un blanc ou noir. Et donc on se retrouvait avec une femme noire, sénatrice aux États-Unis en 1850. La première femme sénatrice aux États-Unis, c'est en 1912, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a été sénatrice un jour par remplacement. Et la vraie, c'était 10 ou 20 ans plus tard, où il y a eu vraiment une sénatrice élue, etc. Et là où pour moi il y a un réel problème quand on fait ça, c'est qu'on réécrit l'histoire. Et pourtant, on réécrit l'histoire dans le passé, effectivement. Mais moi, mon avis personnel, et c'est un avis personnel et je suis tout à fait ouvert au débat là-dessus, c'est que le présent, c'est jamais que l'histoire du futur. Et dire aujourd'hui qu'un chirurgien a une chance sur deux, ça doit être un homme ou une femme, ou bien aussi transgenre, etc., bah pour moi, c'est faux. Et pour moi, on devrait plus s'attacher déjà à corriger notre société, à faire en sorte que ces biais n'existent pas. Voilà, et à montrer à nos jeunes filles, voilà, moi, ma fille, je lui montre qu'on peut aussi être chef cuisinier, hein, voilà, parce que la cuisine de la femme, c'est pas juste à la maison, et puis finalement, quand ils sont forts, c'est des chefs étoilés, c'est que des hommes. Hein. Ça, c'est la réalité de notre société, malheureusement. Et pour moi, c'est à nous de montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, j'en suis pas encore là, mais à montrer à notre société que d'autres choix sont possibles pour l'avenir. Et donc, de montrer la réalité de la société. Et donc, la réalité de la société, effectivement, et c'est, pour moi, à mon avis, c'est dommageable et c'est pas normal, c'est effectivement qu'on a des biais qui sont considérables, mais c'est pas en les cachant, c'est pas en faisant semblant qu'ils n'existent pas qu'on va réussir à la corriger. Parce que ce qui va inspirer nos femmes, nos filles, nos fils, justement, dans leur futur, c'est pas des images générées par ChatGPT ou par Gemini. Ce qui va les inspirer, c'est la société. Et pour moi, au contraire, ce qu'il faut, c'est corriger la société. Alors ça, c'est un travail, on en a pour un moment. Hein. Regardez combien de temps pour le vote des femmes, etc., combien ça a mis. Voilà, on a déjà évolué sur pas mal de choses, mais on en a, à mon avis, pour des dizaines et des centaines d'années à corriger notre société. Et puis surtout, c'est montrer
Et donc, pour moi, une intelligence artificielle, quand on lui pose cette question-là, elle devrait générer, avec des probabilités correctes, effectivement, qui reflètent la société, elle devrait générer, enfin, c'est mon avis, encore une fois, hein, et c'est débattable, mais elle devrait prévenir. Parce que finalement, si je demande à un humain de faire ça, si je demande à un humain, bah tiens, est-ce que tu peux me dessiner un tableau d'un chirurgien, par exemple, quoi? Eh ben, il va me dessiner un homme. Mais il va me dire à ce moment-là, attention, là, j'ai fait le portrait d'un chirurgien homme parce que dans 90%, dans la profession, 90% des chirurgiens sont des hommes et 10% sont des femmes, etc. Et il va me le dire, en fait. Et c'est ça qui va me faire réfléchir. Et à mon avis, ça va beaucoup plus me faire réfléchir que de voir une chirurgienne. Et sur les biais, à mon avis, on a tout un travail à faire parce qu'il y a un vrai problème sur les biais des algorithmes aujourd'hui. Mais pour le traiter, je ne suis pas sûr que la solution soit de les masquer. Ben, en quelque sorte, puis ça rejoint un peu ce que tu dis. Au niveau de l'entraînement, c'est un faux débat parce qu'on devrait l'entraîner avec le réel. L'intelligence artificielle est faite pour nous représenter le réel et nous aider à naviguer dans le réel, dans ce qu'on est là maintenant et où on aspire. C'est pas un film ou une représentation médiatique où là, effectivement, il y a un intérêt à avoir un biais qui favorise le sous-nombre d'un côté, mais d'un côté de génération, ça devient c'est un faux débat. Je veux dire, Google a essayé de régler un faux problème. Le vrai problème, c'est de régler, comme tu le dis, la société et comment elle est. Puis dire, on voyage un peu à travers le monde, puis la position de la femme est différente, peu importe où on est dans le monde. Les droits sont différents, les ratios sont différents, tout est différent. Donc, de là, on n'est pas pour commencer à biaiser de façon spécifique. Mais si on demande un habitant en Afrique, ben c'est sûr qu'on va s'attendre qu'elle est un peu plus foncée que si on demande un habitant aux États-Unis ou en Europe. Ou, évidemment, c'est pas... il faut commencer à tricher la correction automatique. Bref, on n'est pas en bonne place, tant qu'à moi. Et le vrai problème de biais, puis c'est là où c'est un enjeu, c'est que ça ne représente pas les données d'entraînement. Ça ne représente pas la réalité dans laquelle on l'entraîne. On essaie de modifier, de corriger ces biais-là. Et voilà, pour moi, je pense que c'est plutôt une erreur. Et en fait, on va induire d'autres biais. Et à mon avis, c'est un vrai problème. Les biais, ils n'existent pas que sous cette forme-là. Hein. Faut aussi faire attention. Là, il y a les biais qui sont liés à notre société, etc. Il faut voir que tout modèle d'intelligence artificielle a des biais. Si vous faites, je parlais du PowerShell tout à l'heure, quand on fait de la détection sur du PowerShell, en fait, très vite, on s'aperçoit que un modèle va faire comme un analyste, c'est-à-dire qu'il va regarder la forme du code. Et ça va être intéressant parce que c'est pas du tout ce que va faire un antivirus, par exemple. Donc ça va être très complémentaire de ce que va faire un antivirus. Et effectivement, un analyste qui regarde un code PowerShell, un analyste de virus, quand il regarde un code PowerShell, s'il voit un code qui est correctement indenté, avec des commentaires, etc., sa première idée, ça va être de se dire que c'est pas malveillant. Et ensuite, il va devoir regarder plus précisément le code pour en être sûr, etc. Aujourd'hui, effectivement, le modèle d'intelligence artificielle, si on l'entraîne de manière assez naïve, il va se dire, si j'ai un one-liner, c'est-à-dire un truc qui est juste sur une seule ligne, sans commentaire, etc., c'est malveillant. Et si j'ai un beau script qui est indenté, commenté, etc., c'est pas malveillant. Et donc, c'est à nous aussi, quand on crée des algorithmes, en fait, de faire attention à ces biais-là pour faire en sorte qu'il aille chercher les bonnes informations. Les premiers modèles qui faisaient de la détection, notamment sur le cancer, sur le mélanome, basés sur des images radiographiques, on a découvert, en fait, ils étaient excellents. Et en fait, après, on a découvert que les images de mélanome avaient été prises avec un appareil radio et les images de non-mélanome, donc de grains de beauté qui n'étaient pas des mélanomes, avec un autre appareil radio. Parce qu'on avait mélangé plusieurs jeux de données. Et bien, en fait, c'était un très bon identificateur d'appareil radio. Et il y en a un où il y avait un petit commentaire en bas dans un coin et en fait, le truc se focalisait et s'il y avait le commentaire, il était capable de le détecter. Voilà, bon, ça c'est pour la partie biais. Hein. Il y a des enjeux de société, pour moi, qui sont derrière. Il y a des enjeux de société. Au fait de la reconnaissance faciale, les données d'entraînement sont favorisées. C'était l'exemple. Justement, il faut faire attention, c'est qu'il était entraîné sur des visages d'hommes blancs. Donc, il y avait une plus grande facilité à correctement identifier un homme blanc. Et quand on arrivait avec des personnes d'autres couleurs de peau ou des femmes, la qualité de détection était beaucoup inférieure et menait à des problèmes très importants. Si on prend le cas des États-Unis où les personnes plus foncées étaient justement ciblées plus rapidement parce que
les humains qui utilisent ces modèles-là, ben, eux-mêmes vont prendre un raccourci. C'est-à-dire que si le modèle me dit que c'est ça, je vais me baser dessus puis je ferai rien d'autre dessus. Donc, ça l'amène des biais chez l'humain qui utilise la machine, qui a elle-même un biais, qui amplifie le biais d'origine, qui aggrave. Là, on prend le cas des personnes plus foncées aux États-Unis, justement, qui les mettent dans une posture encore plus précaire que qui sont déjà. C'est juste terrible. Là. Oui, et c'est là qu'on peut avoir une amplification. Justement, le biais peut conduire à une amplification. Par ailleurs, par le fait dont les algorithmes sont exploités. Ça, c'était pour la partie justement sur les biais, où je pense que c'était important d'avoir un focus important. Pour moi, une des dernières choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant, c'est tout ce qui va être hallucination. On parle de sécurité de l'IA, enfin sécurité liée à l'IA, et il y a un vrai sujet sur les hallucinations. Alors, on va tout de suite remettre les choses au clair sur qu'est-ce que c'est qu'une hallucination. Pour moi, en fait, on dit souvent, les modèles d'intelligence artificielle ne sont pas créatifs. Et j'ai été le premier à le dire d'ailleurs. Hein. Les grands langages de modèles sont dénués de créativité finalement et ne vont jamais faire que reproduire l'existant, tout ça. Mais du coup, c'est quoi une hallucination? Est-ce que c'est pas le reflet de la créativité? Moi, j'ai quand même envie de poser un petit peu ça pour dire, si finalement, nous, êtres humains, on est capable d'hallucination. On est capable de création. Un artiste qui va inventer quelque chose, il va devoir imaginer quelque chose qui n'a jamais existé. Est-ce que c'est pas juste ce qu'on interdit à faire l'intelligence artificielle pour après lui dire qu'elle n'est pas créative? Bon, ça c'est un premier point sur les hallucinations. Et après, c'est quoi le vrai problème de l'hallucination en intelligence artificielle? Et là, on n'est plus sur le sujet de la surconfiance. Le problème, c'est que moi, je peux faire une hallucination à un moment. C'est-à-dire que on va me demander de générer du code, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est vrai que les hallucinations dans le code, ça peut être un réel problème. Je génère du code, j'utilise moi beaucoup la bibliothèque NumPy ou Scikit-learn, et puis je me dis, tiens, je vais résoudre telle problématique, et je vais, je vais utiliser telle ou telle fonction. Et en fait, heureusement, je sais quand j'ai confiance en moi ou pas. Et donc, quand je vais écrire mon code, à un moment, je vais me dire, ah zut, là, je me souviens plus. Je sais plus comment on fait pour faire tel algorithme. Je connais plus le nom de la fonction. Je sais même plus d'ailleurs s'il y a une fonction qui existe pour faire ça. Je vais aller voir la documentation. Et je vais revenir, je vais dire oui, ok, je vais lire la documentation, je vais me dire oui, c'est vrai, c'était cette fonction-là avec tel paramètre, etc. Parce que je suis capable de remettre en cause mon hallucination. C'est-à-dire qu'au moment où je me dis il existe une fonction pour le faire, je suis capable de savoir que je n'ai pas confiance là-dedans. Le problème des algorithmes d'IA générative, évidemment, on se doute bien, il y a des travaux là-dessus pour avoir un paramètre supplémentaire qui peut être la confiance, c'est que quand ils génèrent un texte, ils ne savent pas dire s'ils ont confiance ou pas, par défaut. Ce qui fait que si je demande à un algorithme de générer du code qui fait telle ou telle fonction avec NumPy, Scikit-learn, etc., en fait, si à un moment il y a un problème et il se dit, ah oui, justement, il faut utiliser, je sais pas, la fonction group tab by value, machin truc, il va utiliser la fonction group type by value, alors qu'elle n'existe pas. Et en fait, à cet instant-là, il n'est pas capable de se remettre en cause et de dire, non, en fait, je suis pas sûr. Il se dit, si j'ai besoin de faire cet algorithme-là, s'il y a une fonction dans la bibliothèque NumPy, sans doute qu'elle s'appelle comme ça. Et ça, j'ai le cas moi très concrètement, où il me génère du code et la fonction n'existe pas. J'ai eu un autre cas, ça c'est un peu plus crédible, j'ai envie de dire. Il m'avait généré du code qui était très très bien. C'était pour générer des graphes avec du NumPy justement, et puis en fait je faisais évoluer étape par étape le code pour ajouter de la complexité. Au début j'avais un seul graphe, puis j'en voulais deux côte à côte, puis je voulais que les axes soient alignés, etc. Et effectivement, il a fini par utiliser des paramètres de la bibliothèque Matplotlib en l'occurrence, qui résolvaient complètement mon problème s'ils avaient existé. Malheureusement, ils n'existaient pas, donc voilà, j'ai discuté avec lui pour lui expliquer, non, dans la documentation, voilà les paramètres, et donc il a fini par me corriger la chose. Mais en fait, le problème, c'est qu'au moment où il génère son texte, il n'est pas capable de cette remise en cause. Notamment, puis ça, c'est un paramètre parce que vous en entraînez. Ce qu'on appelle, je pense, c'est la chaleur, justement, de à quel point on permet à l'intelligence artificielle, au modèle, d'être aléatoire. Puis c'est le côté aléatoire, normalement, c'est ChatGPT, il probablement être au maximum, justement parce qu'on veut amener cet aspect de créativité-là qui fait juste rajouter de l'aléatoire dans le modèle pour simuler la création humaine. Tant que la création humaine n'est pas de cette façon-là, donc pour moi, elle est physique, la création humaine, parce qu'elle est dans le corps, la création. Pour moi, en tout cas,
Ma définition de l'agression fait que pour moi, le AI ne crée pas, mais le AI va avoir de l'aléatoire qui va donner l'impression d'une forme de créativité. Quand on utilise Midjourney, on veut de la créativité. On veut qu'il aille dans ce côté, mais quand on va dans un contexte de création de code, ben, on n'en veut pas de créativité. C'est là le problème que tu utilises un modèle généraliste comme ChatGPT pour arriver à ce genre de choses-là, parce que la créativité, elle est mise à un niveau qu'on ne connaît pas et il part comme ça. Et là, c'est le problème de faire confiance à un modèle généraliste, de nous donner des diagnostics de santé, de créer des documents pour la cour, de faire du code, de faire ce genre de choses-là. Complètement. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis, en fait, sur l'usage, notamment pour faire du code, et je pense qu'on en avait parlé dans la partie sur l'offensive, justement, ça va pas transformer quelqu'un qui ne sait pas coder en un codeur et en un expert senior. Pour moi, l'IA générative en termes d'assistance de code, ça va permettre à quelqu'un qui sait coder d'être plus efficace. Parce que pour plein de sujets, justement, l'exemple que je donnais moi avec NumPy, Matplotlib, etc., Matplotlib, il y a des milliers d'options. Elle est géniale, cette bibliothèque. Et c'est super dur de se souvenir de tous. Et en fait, au bout d'un moment, on en connaît un certain nombre, c'est les utiliser, c'est super. Mais en fait, on oublie qu'il y en a tellement d'autres, etc. Et l'avantage, c'est d'être capable de se dire, OK, je vais maintenant ne pas me contenter de n'utiliser que les fonctions que je connais de Matplotlib, parce que quand j'ai des choses plus complexes à faire, je vais pouvoir demander à ChatGPT et il va me générer des choses. Sauf que j'ai la capacité, moi, de le vérifier. Je suis capable, parce que c'est mon métier, quelque part. Alors, bon, développer, c'est pas forcément mon métier quotidien. Hein. Surtout si vous dites ça aux équipes R&D qui regardent les codes que je développe, je pense qu'ils seront d'accord avec cette assertion. Mais on va dire que j'ai cette capacité à me dire quand j'ai fait générer un code, ou même si moi j'écris un code, je sais s'il est correct ou pas, ou je peux dire s'il est correct ou pas. Et donc quand ChatGPT me génère un code, ou ChatGPT ou un autre assistant me génère un code, je vais pouvoir valider qu'il est correct, chercher s'il contient des vulnérabilités ou toutes ces choses-là, parce que finalement c'est mon expérience antérieure et donc je sais le faire. Et là, je vais gagner un temps considérable. Parce que dans les cas où il existe des fonctions que je ne connais pas, il va pouvoir me les sortir et me les faire réutiliser. Et du coup, je vais gagner beaucoup de temps là-dessus. Déjà, il va m'écrire le code beaucoup plus rapidement, mais en plus, il va me faire découvrir finalement des nouvelles fonctions. Et puis, dans le cas où il va aller un peu loin, où il va justement faire ses hallucinations, moi, je vais être capable de le corriger. Et c'est pour ça que ce sur quoi il faut être vigilant, c'est qu'il faut avoir conscience de comment ça fonctionne. Et conscience de quand on utilise de l'IA générative ou pas. Et typiquement, à l'inverse, de quand est-ce qu'on discute avec un humain ou pas. On a parlé récemment là, d'un incident alors c'est une entreprise de transport aérien du Canada qui avait intégré un chatbot donc, dans son site internet. Et il y a un utilisateur, en fait, qui a, dans une discussion, en fait, alors je n'ai pas lu la discussion en question, mais en gros, le chatbot, au bout d'un moment, lui a dit on va vous faire une réduction de $250, soit 180 € pour nos amis européens. Et en fait, alors il y a eu tout un procès, etc. Et au final, la compagnie a été condamnée à verser le montant en question parce qu'elle avait intégré, justement, un chatbot dans ses processus et elle était responsable de ce qui avait été généré. La compagnie a essayé de dire que c'était pas leur faute, etc. Bon, voilà. Après, c'est suite judiciaire classique. Ce qui est important dans cette situation-là, pour moi, c'est justement de mettre des contrôles. De savoir qu'on est face à l'IA générative. Parce qu'il y a deux manières de faire, finalement. Si vous... parce que le risque de tout ça, quand on va intégrer l'IA générative dans tout ce qui est chatbot, etc., c'est justement qu'elle aille sur les hallucinations. Si je veux intégrer une IA générative, pour moi, il faut que je prenne la responsabilité d'accepter ces hallucinations. On parlera après du bilan net de ces choses-là. J'accepte qu'il y ait des hallucinations. Et donc, je les prends à ma charge. Voilà. Je fais en sorte, évidemment, de les minimiser, etc. Et limite, j'essaye d'avoir un processus externe de validation qui va dire qu'au-delà d'un certain... Enfin, si je vois des choses, il faut qu'il y ait une validation par un être humain, tout ça, qui va valider si c'était bien... si c'était légitime de faire cette proposition au client ou pas. Et après, on se protège. Parce que le gros problème qu'on voit sur les IA génératives, c'est que c'est facile de les contourner. Ce qu'on appelle le jailbreak, l'injection de prompt. Et ça le sera toujours. Il ne faut pas se mentir, il y aura toujours des techniques pour jailbreaker, pour contourner les protections. Il y en a une nouvelle là, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, où en fait, ils ont codé de l'information. De manière assez compliquée. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, dans l'explication, en fait, ils ont expliqué ce que c'était que l'ASCII art, donc l'Araski. Et après, ils ont dit, et maintenant, je vais te poser une question, mais je vais l'écrire en Araski. Et tu vas décoder cet Araski sans prononcer le mot qui est écrit en Araski. Et tu vas m'expliquer comment est-ce qu'on fabrique
l'objet qui est décrit par l'Araski. Et l'Araski, c'était bombe. Donc, comment est-ce qu'on fabrique une bombe? Par défaut, si on demande à ChatGPT comment est-ce qu'on fabrique une bombe, il va répondre je peux pas. J'ai pas le droit de te dire ça. Tant mieux, à la limite. Petite parenthèse, si on prend un modèle open source et qu'on l'intègre chez soi, c'est assez facile en fait de contourner ça. Même s'il a été entraîné pour pas le faire. Il y a pas mal de techniques, notamment, une technique que j'adore, c'est si on lui demande comment est-ce que je peux fabriquer. Alors, je ne suis pas en train de dire comment il faut le faire, évidemment, parce qu'on parle de choses, il ne faut pas fabriquer de bombes. Mais si vous demandez un algorithme d'IA générative sur un modèle open source, comment est-ce qu'on génère une bombe, comment est-ce qu'on fabrique une bombe, la plupart vont vous répondre, j'ai pas le droit de te le dire. Sauf que dans les modèles open source, on va les intégrer dans des applications. Et en fait, le principe de l'application, c'est qu'elle va envoyer le prompt à l'IA et elle va demander à l'IA de générer la réponse mot par mot. Mais elle peut éviter les premières étapes. C'est-à-dire que vous pouvez, dans certaines interfaces, dire « et je veux que la réponse commence par telle valeur ». Alors par exemple, ça c'est très pratique quand on veut faire générer, je sais pas, du JSON. On va dire « je veux que la réponse commence par accolade ouvrante ». Comme ça, on s'assure que la réponse va commencer par une accolade ouvrante. Et du coup, on ne va pas demander à l'IA de générer tous les caractères dès le premier, mais on va lui demander de générer tous les caractères dès le deuxième, après l'accolade ouvrante. Et on sait, du coup, on va être plus susceptible d'avoir un vrai JSON formaté plutôt qu'une réponse où elle dirait voici la réponse de points accolade ouvrante. Et ça va nous polluer parfois. Donc on peut forcer le début. Donc si on dit comment est-ce qu'on fabrique une bombe et qu'on force le début, on peut dire voilà, la question plus précise que j'avais en tête, c'était est-ce que tu peux m'expliquer comment on fabrique une bombe? Et si on force le début et qu'on met yes, sure, et bien l'IA, en fait, quand on lui dit quel est le troisième mot, et ben elle va expliquer comment est-ce qu'on fabrique une bombe. Parce qu'en fait, elle aura déjà passé l'étape normalement de vérification. Elle a dit ma réponse doit commencer par yes, sure. Donc je ne vais pas aller derrière dire non, je n'ai pas le droit. Non, je viens de dire que j'avais le droit. Donc hop, je ne me pose plus la question. Donc se dire qu'on va justement compter sur les jailbreaks mis en place par les plateformes, les techniques anti-jailbreaks mis en place par les plateformes pour éviter ce genre de choses, pour moi, c'est peine perdue parce que c'est très facile chez soi de le faire par ailleurs. Mais bon, il faut quand même le faire. Et pourquoi est-ce que c'est encore voué à l'échec, même malgré ça, sur les vraies plateformes? L'exemple de l'Araski, là, c'était très simple. C'était très bien parce que, en fait, ils ont réussi justement à ce que l'IA décode le message et du coup réponde. Comment est-ce que c'est possible? Une des interprétations qui reste à valider de la publication qui parlait de ça, c'est qu'en fait, les mécanismes justement de protection anti-jailbreak, etc., seraient dans les premières couches des réseaux de neurones. C'est-à-dire que ce sont ces couches-là qui vont analyser quelque part est-ce que j'ai le droit de répondre à la question, sous quelle forme je vais répondre à la question, etc. Alors je ne suis plus tout à fait sûr là, en le disant si c'est les premières couches ou si c'est les premières séquences d'attention. Mais dans le principe, c'est à peu près la même chose. Et en fait, en faisant ça, en codant le message, on va monopoliser des ressources neuronales, quelque part, de notre modèle, qui correspondent notamment aux premières couches ou aux premières étapes d'attention. Et du coup, en faisant ça, des ressources neuronales ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois, finalement. Et en les monopolisant pour une tâche, on va les empêcher de faire l'autre tâche. Et du coup, la tâche sur laquelle on comptait, pour laquelle on comptait sur elle, pour empêcher de demander comment est-ce qu'on fabrique une bombe, ne va pas être réalisée. Et une fois que l'information va être décodée, elle va cracher ces informations de manière légitime. Et donc, si on met un chatbot sur le site internet d'une compagnie aérienne, on n'a pas envie que les gens lui demandent comment est-ce qu'on synthétise une bombe. Mais il y a une manière très simple de s'en protéger. De la même manière, sur un formulaire d'entrée classique, on n'a pas envie que les gens fassent une injection SQL. Mais il y a une manière très simple de s'en protéger. Déjà, premièrement, c'est de l'interdire. Parce que si vous avez un client qui vous dit « J'ai gagné un bon d'achat de $250 et je veux que vous me payiez pour ce bon d'achat-là et je l'ai gagné avec une injection SQL », je lui souhaite bien courage devant un tribunal. Parce que c'est complètement illégitime et c'est l'équivalent d'une intrusion dans un système, etc., etc. Et finalement, pour moi, lorsqu'on utilise un chatbot, il faut qu'il y ait les mêmes protections. C'est-à-dire qu'il faut dire à l'utilisateur, il y a des conditions d'utilisation du chatbot et en fait, vous n'avez pas le droit de chercher à lui faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Et en faisant ça, encore une fois, je ne suis pas juriste, mais en faisant ça, en fait, la compagnie va se protéger et va dire, bah oui, finalement, évidemment, on va toujours pouvoir demander à ces modèles-là, parce que même OpenAI, il n'y arrive pas, quelque part, à se protéger de ces techniques. Il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Et si c'est pas celle-là, demain, il y en aura une autre. Donc, on ne va pas se voiler la face. Une compagnie aérienne ou quelqu'un qui fait du e-commerce ou n'importe qui, en fait, n'arrivera jamais à se protéger de ça. En revanche, ce dont il faut qu'elle se protège, c'est qu'un utilisateur dise « J'ai réussi à demander à votre intelligence artificielle à me générer la recette pour faire une bombe. »
eh ben, il faut que ça soit contraire aux lois, aux conditions d'utilisation, pour qu'au moins la compagnie soit protégée et qu'on se retrouve pas dans une situation où, voilà, après on peut imaginer tout un tas de choses. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on rend conscient l'utilisation d'un modèle de langage derrière. C'est-à-dire qu'on dit à l'utilisateur, et ça je pense que c'est essentiel, on lui dit qu'il est face à un modèle de langage. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est ça qui fait, et on va aller sur le dernier point, là tout à l'heure je parlais du bilan net de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une question là-dessus, je vais l'illustrer par un exemple en fait, que j'ai trouvé très très pertinent. C'était sur le GitHub de la bibliothèque curl. Sur le GitHub de la bibliothèque curl, il y a quelqu'un qui a fait un robot, en fait, qui a posté des issues, donc des bugs, et qui a donc soumis des rapports de bugs. Et puis, du coup, les développeurs ont interagi. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce bug-là? Ils ont posé des questions parce qu'au début, c'était pas très clair. Puis ils ont posé des questions pour affiner. Puis ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Puis celui qui a soumis le bug a dit, si, en fait, dans tel cas, tel et tel cas, etc. Et puis la discussion n'avançait pas. Et en fait, au bout de plusieurs pages de discussion, ils sont arrivés à la conclusion, ils se sont dit, c'est pas possible. C'est un robot qu'on a en face de nous. Et ils ont réussi à le prouver. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que là, on est dans un cas typique où il y a quelqu'un qui a peut-être voulu bien faire, qui avait un mécanisme de détection de bugs basé sur l'intelligence artificielle, etc., mais qui ne l'a pas dit. Et en fait, il s'est dit, je vais mettre ça sur GitHub et je vais poster des bugs sur GitHub. Et du coup, ce truc est parti un peu en live, hein, il est un peu parti tout seul à discuter et il a fait perdre du temps. Et c'est ça le vrai problème. Qu'on ait des outils qui nous fassent trouver des bugs, des nouveaux bugs. Moi, je trouve ça génial. On a des quantités colossales, considérables de code, etc. Il est évident que l'intelligence artificielle va nous faire gagner du temps là-dessus. Qu'on ait des outils qui soient capables même d'interagir avec les développeurs, qu'on puisse les requêter, leur dire précise le cas d'usage, etc. C'est génial aussi. Parce qu'on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses et trouver plus de bugs, etc. Et donc, tant mieux. Mais par contre, ne pas le dire au développeur qu'il est face à une intelligence artificielle, ça fait qu'il ne peut pas remettre en cause. Et on parlait d'hallucination tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de se dire que le modèle ne sait pas quand il a tort. Mais si la personne en face pense que c'est une personne, il se dit, voilà, l'humain sait, alors sait quand il a tort. Bon, c'est exagéré de dire ça. Tous les humains ne savent pas quand ils ont tort. Mais voilà, si le modèle, si la personne en face part du principe que c'est un humain, il se dit, si l'humain, ne serait-ce qu'à un doute, il va me le dire et on va échanger et on va clore le bug plus rapidement. Mais si on est face à une intelligence artificielle en pensant que c'est un humain, on se retrouve avec quelqu'un qui ne saura pas dire quand il a un doute et qui va rentrer dans des débats interminables à essayer de justifier, essayer de trouver un biais, essayer de trouver une autre manière de le dire, etc. Et ça, une des conclusions pour moi, c'est que si on n'est pas vigilant, je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question aujourd'hui et c'est pas... Pour moi, c'est exagéré. Et il y a un certain nombre de personnes qui se posent la question de se dire, mais quel est le bilan net de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on gagne vraiment du temps grâce à l'intelligence artificielle? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que si on veut gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle et éviter les cas où on en perd, c'est qu'il va falloir la contrôler, justement. Il va falloir la rendre consciente. On ne rend pas conscient l'IA, mais rendre conscient le fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des barrières, il faut mettre tout un nombre de protections derrière pour s'assurer justement que notre bilan net soit positif. Aujourd'hui, je pense qu'on en est quand même à un stade où le bilan net est positif, mais à mon avis, c'est des choses sur lesquelles il va falloir être vigilant plus tard. Oui, c'est une technologie qui est techniquement très récente au niveau de l'exposition à l'humain comme elle est là. C'est sûr on est quoi, à deux ans, même pas d'exposition publique. Donc, c'est sûr qu'on est encore en train de comprendre. Il y a plusieurs compagnies là-dedans. OpenAI, il y a Mistral, Google, Claude. Il y a un paquet de modèles comme ça qui sont en train d'être testés dans la nature. Et de là, on va justement voir qu'est-ce qu'il en fait et s'assurer, avec des balises probablement légales, que l'usage demeure toujours dans un spectre pour le bien et d'avoir des outils légaux pour être capable d'intervenir quand il y a des dépassements qui viennent socialement désagréables et qui viennent nuire au bilan total. On va conclure là-dessus. On a fait 1 heure et ish sur ce genre de choses-là.
Je fais déjà un teaser pour le prochain. Tu es supposé aborder les fake news, c'est ce que tu essaies. Ça sera un prochain épisode. Ce sera pour le prochain épisode. Parce que je pense que même celui-là va nous tenir quand même très, très occupés. Je te remercie énormément. Ça a été très plaisant, justement, en l'air de le faire pour une première fois comme ça. J'espère qu'on va avoir l'occasion de répéter cette expérience-là, que tu vas venir soit au Québec ou on va se recroiser sur d'autres salons comme ça. Ben, complètement. Et je voudrais juste terminer, justement, parce que je profite du fait qu'on soit au FIC. Pour parler de ça, en fait, j'ai dit à des personnes juste il y a 20 minutes avant l'enregistrement, voilà, il faut que je vous laisse parce que je vais enregistrer un épisode de podcast avec Nicolas Rick Fortin pour Polysécure. Donc, c'est des personnes qui connaissaient un peu la série qu'on est en train de faire sur l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Et je leur ai dit je vais parler de sécurité de l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit il faut absolument que tu ailles voir. Il y a une start-up. Voilà, on est sur un salon et donc je trouve ça intéressant de pouvoir en parler justement. Ils nous ont dit va voir cette startup parce que justement ils travaillent sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Alors, je les connais pas plus que ça. Hein. Je suis allé sur le stand de cette startup. Je lui ai dit voilà, j'enregistre un épisode dans 15 minutes. T'as 5 minutes pour me présenter ce que tu fais. Donc elle s'appelle Giscard, Giscard avec un K, .ai. Et justement, en fait, et je trouve que ça fait une belle conclusion par rapport à cet épisode-là parce que ils sont justement sur ces aspects-là, en fait, sur l'intelligence artificielle. Avec, alors il y a une partie open source, c'est un modèle un petit peu à la GitLab, etc., avec une bibliothèque open source qui permet de faire un certain nombre de choses. Et après, un côté plateforme d'entreprise qui va ajouter. Donc là, c'est question de business model, etc. Hein. On est ici sur un forum d'entreprise privée. Hein. Il faut aussi que ces gens vivent, évidemment. Et justement, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser les modèles d'IA en boîte noire. Donc ça va être intéressant pour aller trouver. Est-ce qu'il y a des données sur lesquelles elle va être moins performante? Donc, faire un peu des clusters sur les données sur lesquelles elle va être moins performante. Voir un peu la robustesse par rapport aux variations, etc. Les sujets de surconfiance, justement. Ils travaillent beaucoup sur ils ont 2 parties dans leurs travaux, et notamment un sur la partie LLM, justement pour travailler sur les côtés, pour détecter la capacité des modèles entraînés à faire des hallucinations, de la surconfiance, etc. Donc, ils vont apporter des choses là-dessus, sur les fuites de données aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression de faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire en parlant des cas d'usage. Donc, voilà, je vous invite à la regarder. Il faudra vérifier, évidemment, parce que je ne les connais pas plus que ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant, justement, de conclure là-dessus, parce qu'on est au FIC aujourd'hui, Forum Cyber 2024. Et c'est le bénéfice d'être sur des salons comme ça, de pouvoir rencontrer des startups avec des idées innovantes comme ça, c'est fantastique. Exactement. Je retournerai les voir là maintenant que j'ai un peu plus de temps qu'on a enregistré l'épisode pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Donc giscard.ai avec un K. Je vous invite à aller regarder. Oui, je le mettrai dans les show notes pour que vous puissiez aller consulter, d'aller voir leurs produits et d'aller justement investiguer. Merci beaucoup. Merci à toi.